Donc nous avons choisi comme thème pour les 4 séances la fraternité. La devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors on parle beaucoup de liberté. On parle aussi d'égalité, en tout domaine, en tout genre. Mais fraternité, on a plus du mal à exprimer le mot. Il suffit de faire un peu attention à ce que disent nos candidats. Déjà candidats, pas encore candidats, ou plus candidats. Vous verrez combien de fois ils disent fraternité, c'est pas tous les jours. Voilà, donc ce soir c'est Clémentine. Clémentine Makangila Lebo. Donc elle est élue locale à Drancy et elle vient donc témoigner de son expérience politique à cette deuxième soirée. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es 2 fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. Une citation de Amadou Hampâté-Bâ. Clémentine est donc originaire du Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, c'est là qu'elle est née. Et elle n'est pas antillaise. Ah oui. Souvent, on va dire Clémentine, non. Son papa vient du Congo. Et sa maman est bourguignonne. Voilà. Elle a une licence en Sciences Po à la Sorbonne. Donc elle connaît bien notre quartier du 5e arrondissement de Paris. Et puis elle a un master de communication. C'est un peu dans ce domaine-là qu'elle a travaillé à la ville de Bobigny. Et puis aujourd'hui, elle travaille à Paris, à Interstice, toujours en communication. Elle est élue municipale sur la liste de la majorité UDI de Drancy, dont la maire est Aude Lagarde. Aude a succédé à son mari Jean-Christophe Lagarde, qui est un peu plus connu, puisqu'il c'est lui le président de l'UDI, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et donc il a été élu député, et donc c'est son épouse qui a pris la suite. Clémentine est aujourd'hui adjointe de quartier. C'est le quartier de l'économie, c'est un petit quartier où il y a l'église Saint-Louis de Drancy qui fait partie de l'unité pastorale dont s'occupent les Spiritains. Donc elle est adjointe de quartier et chargée des relations publiques et de la vie associative. Elle est aussi membre de Fraternité politique du Chemin Neuf. Cette fraternité a comme idéal d'agir en politique selon le cœur de Dieu. Et puis Clémentine est aussi engagée sur la paroisse Notre-Dame du Blanc-Ménil. Elle nous dira sans doute un mot sur son engagement auprès des jeunes adultes de la paroisse. Voilà, je lui laisse compléter ou corriger ce qui n'a pas été dit ou ce qui a été mal dit. En tout cas, merci Clémentine d'être là ce soir avec nous et bonne soirée à vous tous. Tout était juste, je n'ai rien à corriger. Juste, je voulais vous remercier beaucoup d'être présent ce soir et m'excuser par avance. Je suis un peu stressée parce que je vous avoue que c'est la première fois que je parle de moi comme ça devant plein de monde. D'habitude, voilà, je peux animer des meetings politiques, mais voilà, c'est pas pour parler de moi. Et je vous avoue que j'ai un petit stress supplémentaire parce qu'il y a mon papa, ma maman et ma sœur, donc j'avoue, en plus je vais parler d'eux, ils sont pas au courant, mais je vais parler d'eux, donc ça rajoute une petite pression. Voilà. Donc effectivement, quand on m'a demandé de parler de fraternité et de politique,
déjà à ce moment-là un peu stressée, hein, pour tout le dire, mais j'étais aussi très contente parce que c'est des termes qui sont assez peu souvent associés et qui, moi, me parlent beaucoup, en fait, et qui m'ont toujours animée et qui m'ont toujours parlé. Donc, en tant que bonne ancienne étudiante, j'ai été chercher la définition de fraternité et de politique et voir comment moi je pouvais définir ces termes. Donc, dans le Petit Larousse, la fraternité, c'est le lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine et le sentiment de ce lien. Donc, c'est vrai que pour moi, et puis dans le sens commun de ce terme, la fraternité, c'est voir donc l'autre comme son frère, mais je dirais l'autre dans sa différence, en fait, dans son altérité. Et donc, à cette définition, je dirais, sur laquelle tout le monde peut s'accorder, à ça se rajoute pour moi, en tant que chrétienne, oui, la définition de Jésus, voilà, donc qui m'invite là aussi à une certaine radicalité et à aller à l'extrême, je dirais, de la fraternité. Parce que c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai appris progressivement à quel point l'autre pouvait être différent. Et donc, ce à quoi m'appelait la fraternité selon ce qu'entend Jésus, à mon avis, c'est plus complexe que ce que je croyais de prime abord. Donc voilà, et c'est vrai qu'en ça, la politique, c'est un magnifique terrain d'expérimentation, je dirais, puisque en fait, la politique, donc c'est la gestion, l'exercice du pouvoir, et donc on doit faire émerger de plein d'intérêts individuels très différents un bien supérieur, un bien commun qui irait donc au-delà de ces intérêts individuels. Et donc, on est confronté tout le temps au quotidien à des gens très différents et qui ont des idées aussi très différentes des nôtres. Et puis même de manière, je dirais, un peu logique et pragmatique, la fraternité, c'est quand même très utile en politique, puisque c'est toujours plus facile de gérer la cité, comme on dit, quand les gens se considèrent les uns et les autres comme des frères. Plus facile de mettre les gens d'accord quand notre voisin nous a volé quelque chose, mais si on le considère comme notre frère, c'est plus facile de pardonner, plus facile de se mettre d'accord les uns les autres pour construire quelque chose ou pour voilà. La fraternité, ça aide. C'est un ciment en politique. Et pourtant, comme le disait Père-France tout à l'heure, quand on regarde l'état de la politique française actuellement, on se dit mais où est la fraternité? C'est pas super évident comme ça de prime abord. Et puis on a même souvent l'impression que c'est tout le contraire. C'est un des lieux qui est extrêmement violent, qui prône parfois la haine et où il y a beaucoup de conflits. C'est exacerbé. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal en fait entre ces termes. Et pourtant, au quotidien, moi je vis vraiment la fraternité en politique. Donc c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et puis aussi, quand même, parce qu'il faut être réaliste, il y a encore des choses qui sont des obstacles à la fraternité aujourd'hui. Et donc je voulais vous en parler et puis qu'on réfléchisse peut-être ensemble à quelques solutions et comment aller au-delà de ça. Donc sur cette première partie, je vais beaucoup parler de moi. Je suis un peu désolée, je trouve ça un peu bizarre, mais bon voilà. En tout cas, je vous partage mon expérience. Donc déjà, je pense que c'est important de parler avec vous de ce qui permet en fait de construire la fraternité en politique. Et moi, en tout cas, quelles ont été mes bases, le cadre qui m'a permis de vivre ça. Parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Et donc, j'ai dû chercher et creuser et voir pourquoi moi, c'était quelque chose que j'expérimentais tout particulièrement. Et déjà, je crois que c'est le cadre, et je dirais avant tout le cadre familial dans lequel j'ai grandi, qui m'a permis de vivre ça.
Donc c'est le moment où vous allez être gênés, maman, papa, Noémie, désolée. Mais je crois vraiment que c'est essentiel et du coup, pour avoir parlé avec beaucoup de mes collègues élus, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve partout. Mais c'est vrai que la question éducative, et notamment dans la petite enfance, je crois que c'est très important. Nous, c'est vrai, bon, je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, je crois pas, mais on a été baignés dans l'éducation bienveillante avec mes sœurs. Et c'est quelque chose, je crois, de très important. Le fait que on nous ait toujours poussé à s'exprimer, à exprimer nos émotions, à dire quand on était en colère, à dire quand on était triste, et ne pas se sentir, voilà, je sais pas, frustré ou ne pas voir ça comme une marque de faiblesse. Et c'est vrai que ça nous a semblé normal, nous, en grandissant dans ce cadre-là, mais c'est pas quelque chose qui est toujours fait, et je crois que c'est une vraie richesse. Il y avait aussi la question de l'attention à l'autre, dans toute sa diversité, dans tout ce qu'il est. C'est vrai que pour ma mère, pour mon père, alors mes parents sont séparés, mais voilà, donc c'est pour ça que je vais dire des fois chez ma mère, des fois chez mon père, mais voilà. Donc chez mon père, il y a toujours du monde à la maison, il y a toujours, voilà, la porte est grande ouverte, des gens peuvent voilà, venir, manger, dormir, c'est, voilà. Et ma mère, depuis petite, nous a vraiment appris le don à l'autre. Même quand on avait le minimum et même quand c'était difficile, nous on s'en rendait pas forcément compte. Mais je me rappelle d'une histoire qui m'a beaucoup marquée où elle était partie tirer de l'argent pour aller acheter à manger. Et en fait, il y avait quelqu'un devant le distributeur et du coup, elle lui a donné. Et c'est des petits gestes peut-être, mais c'est des choses qui marquent et je pense qui guident une action et qui guident ce qu'on peut faire plus tard. Je pense aussi que ça va dans le cadre de l'éducation bienveillante, mais la confiance qu'on m'a donnée en moi, ça aussi c'est quelque chose, je crois, de très important, de fondamental et dont beaucoup de jeunes peuvent manquer. Là aussi, moi, on m'a toujours poussée à croire en ce qui me semblait juste, à m'exprimer, même si c'était différent de ce en quoi mes parents pouvaient croire. Et comment dire, il n'y avait pas cet aspect, voilà, les parents et les enfants, ou l'autorité très forte et moi qui n'avais pas forcément mon mot à dire. Bon, si quand même, mais il y avait toujours un peu, je crois, l'esprit contestataire chez nous. Et je crois que c'était vraiment une bonne chose. Donc que ce soit à l'école ou dans la famille ou peu importe, j'avais toujours le sentiment que je pouvais dire ce que je pensais, peu importe ce que les autres en pensaient en fait. Et donc, je vais en parler un peu après de la foi, mais donc j'ai grandi chez ma maman, qui, c'est un secret, ne croit pas en Dieu et athée. Et moi, j'insistais dès petite pour aller au catéchisme. Donc, c'était pas tout de suite facile. Mais là aussi, elle m'a beaucoup soutenue dans ce choix, même si c'était pas ce qu'elle croyait. Mais je me suis sentie vraiment accompagnée là-dedans. Et pareil, je pense qu'avoir une pom-pom girl telle que ma sœur, c'est assez unique dans la vie. Et du coup, pour moi, en tout cas, tout était possible. Tous les champs étaient ouverts. Rien ne m'était impossible et tout pouvait être changé. Voilà. Mais au-delà de ce cadre bienveillant, et c'est ma petite sœur qui arrive, donc du coup c'est pour ça. Toute la famille est là. On est 6 filles, donc j'espère qu'elles ne vont pas arriver les unes à la suite des autres. Mais donc, je crois qu'au-delà du cadre bienveillant dans lequel j'ai été élevée, je crois que la preuve par l'exemple, c'est vraiment le mieux qu'on puisse espérer pour un enfant. Là aussi, donc du côté de ma maman,
Notre arrière-grand-père avait fait donc la Première Guerre mondiale. Ensuite, mon grand-père avait été dans la Résistance. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait. Je me rappelle des soirées que je passais avec mon grand-père et où il me racontait les histoires de la guerre, de tout ça. Et c'était pas quelque chose qui, je sais pas, dont on se vantait ou qui allait être beaucoup dit. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et l'engagement et la lutte pour un monde plus juste, c'était quelque chose de très, très ancré. D'autant plus que vivant à Drancy, là où beaucoup de juifs ont été détenus avant de partir à Auschwitz, c'était cette réalité horrible qui est toujours très marquée du coup dans notre ville. Et en même temps, la preuve par mon grand-père que des gens s'étaient engagés pour changer le destin et le cours de l'histoire. Je pense que, voilà, aussi quelque chose qui m'a beaucoup portée dans cette question de la fraternité. Je vous disais tout à l'heure que chez mon père, la porte était grande ouverte et que tout le monde venait. Et j'ai beaucoup de souvenirs durant mon enfance de gens chez mon père dans le salon qui criaient, qui se disputaient. Alors, ils parlaient en lingala, donc donc je ne comprenais pas tout parce que... mais je comprenais que ça parlait de politique souvent, c'était souvent des sujets politiques. Ça criait, voilà, il y avait du débat, il y avait de la vie dans ces échanges. Et après, tout le monde allait manger autour de la table, tout le monde allait rigoler, tout le monde... Et donc pour moi, c'était naturel en fait de me dire que le débat politique pouvait être vif, pouvait nous prendre aux tripes et pouvait être vraiment vivant. Et en même temps, ça n'empêche pas que, voilà, on est frères, on est sœurs, on est voisins, mais on vit ensemble après. Donc pour moi, c'était quelque chose d'évident en soi, parce que c'est quelque chose que je vivais au quotidien. Et là encore, vous avez trouvé que je parle beaucoup de ma famille, mais c'est vraiment ce qui m'a fait grandir et ce qui m'a permis de faire tout ce que je fais. Donc, on est effectivement une famille recomposée. Et la fraternité se vivait vraiment, encore une fois, au quotidien, dans tous les gestes, en fait. C'est-à-dire que donc on est une famille recomposée et mixte, la française, mon père est congolais. Donc, par exemple, pour ma grand-mère, donc, qui a grandi en Bourgogne et qui n'a pas forcément l'habitude de la diversité, ça a été quelque chose à accepter, qui pouvait ne pas être toujours simple. Mais j'ai vu qu'avec le temps et avec la connaissance en fait les uns des autres, les choses se passaient de mieux en mieux et étaient totalement différentes. Et une autre chose qui était importante pour moi, c'est que ma mère, ma belle-mère, donc la nouvelle compagne de mon père, etc., tout le monde s'entendait très bien. En fait, je sais pas, on n'avait pas la culture du conflit, je sais pas si ça existe, mais nous, en tout cas, c'était vraiment ce qu'on vivait au quotidien. C'est des gens très différents, avec des parcours... Enfin, les choses pouvaient être compliquées, mais c'est pas ce qu'on vivait dans ma famille. C'était... Voilà, ça veut pas dire que tout était simple, mais il y avait vraiment cette fraternité qui était au cœur de nos relations et qui, moi, a fait me dire que tout était toujours possible et qu'on pouvait toujours vivre comme des frères en fraternité, en tout cas. Donc ça a beaucoup marqué ma vie et mon enfance. Ensuite, j'ai grandi. Je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas toujours aussi simples que dans le cadre familial. Il y a des figures qui m'ont beaucoup aidée dans ma construction. Père France m'a demandé d'en parler, donc voilà, je vous les présente. C'est des gens très différents, mais qui, moi, m'ont marqué. Le premier, oui, donc qui est à gauche pour tout le monde, pour vous, si je ne me trompe pas, c'est Kerry James. Donc c'est un rappeur. Donc il fait partie de ce qu'on appelle le rap conscient. Donc c'est des rappeurs qui parlent des problèmes des gens. C'est voilà, il y a ce qu'on appelle parfois l'ego trip où les gens sont là
à se vanter et à parler de leur grosse voiture. Ça, c'est pas du tout ça. Kerry James, voilà, c'est le rap conscient. Et donc, où il raconte son vécu, ce qu'il vit, les injustices, et où il invite les jeunes à agir, en fait, à passer à l'action. Et donc, notamment, il a fait des chansons qui, moi, m'ont marqué, donc Lettre à la République ou Banlieusard. Et il évoquait à la fois des choses qui me parlaient, que je vivais dans mon identité, et aussi une réalité beaucoup plus dure, dont moi, j'étais plutôt préservée, même si je vais vous en parler après de la vie en Seine-Saint-Denis, mais quand même, il évoquait des choses voilà, encore plus dures et des injustices que je trouvais complètement folles, en fait. Et puis, il y avait toujours ce passage à l'action, en fait, où il ne se contentait pas de décrire une situation, mais il disait voilà, qu'il fallait agir, qu'il fallait... voilà, je me rappelle qu'il parlait des gens au Sénat, à l'ENA, qui se souciaient pas des problèmes qu'on avait en banlieue. Il disait, ben voilà, si vous étiez à leur place, ben les choses changeraient. Donc, c'est vrai que ça me parlait beaucoup. Ensuite, au milieu, c'est Bourdieu. Donc, effectivement, j'étais en licence d'histoire et de sciences politiques à la Sorbonne. Et je me rappelle que quand je suis arrivée là-bas et que j'ai eu des cours d'histoire, histoire des sciences politiques, ce qu'on appelait système politique comparé, enfin, toutes ces matières en sciences politiques, pour moi, ça a été une révélation presque. Je me disais qu'en fait, ce que je percevais, ce que je voyais, en fait, des gens l'avaient théorisé et m'expliquaient en fait pourquoi je constatais ça ou pourquoi je voyais ces inégalités. Et je trouvais ça incroyable. Vraiment, il y a quelques jours, je recherchais ces cours justement parce que je cherchais une référence. Et j'ai eu les mêmes papillons dans le ventre que quand j'étais en cours et quand le fait de me dire que, ouais, en fait, ces inégalités, elles étaient pas normales, qu'il y avait des possibilités de faire autrement, que c'était fait ailleurs, que c'était possible. Et ça a été pour moi un vrai moteur. Et puis, Martin Luther King, c'est vrai que là aussi, ça a été une révélation, mais d'un autre style. C'est par rapport à ma foi, où en fait, c'est vrai que, bon, là aussi, je vais un peu en parler après, mais j'avais une certaine colère en moi, une colère contre Dieu, en fait, je dirais. Dire, mais pourquoi autant de souffrance, pourquoi autant d'injustice dans ce monde, pourquoi Et Martin Luther King, donc j'avais un livre où il y avait une partie de ses homélies, mais c'est pas le terme, qui était recensée. Et en fait, en lisant ça, je me disais, mais il a vécu de telles injustices, il a vécu des choses, mais tellement horribles. Et en fait, il trouvait dans la parole de Dieu la force non seulement de pardonner, mais là aussi encore d'agir. Et notamment l'année dernière ou en 2020, quand il y a eu le meurtre de George Floyd, les manifestations, etc., ça a été vraiment pour moi une source d'apaisement, en fait, de me replonger dans ce qu'il disait. Et là aussi, c'était quand j'étais plus jeune, un moyen de me dire que c'était possible. C'est pareil, ma mère a fait mes 68, tout ça, donc quand j'étais jeune, elle me parlait souvent de ça. Et donc, voilà, la lutte contre l'apartheid aussi. Et je me disais, mais en fait, il y a des changements qui sont possibles, des changements vraiment gigantesques auxquels les gens n'auraient jamais cru. Et par l'action de certains, les choses ont changé. Et en l'occurrence, avec Martin Luther King, je voyais que l'action divine rentrait aussi en ligne de compte. Et voilà. Donc voilà un peu pour ces figures. Je voulais aussi vous parler de mon département, donc qui est la Seine-Saint-Denis, parce que pour moi, c'est vraiment le terreau nécessaire à mon engagement en politique et à vivre la fraternité.
Donc, bah, pour beaucoup de gens, hein, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France. Euh, on le cite parfois pour parler d'intégration ratée ou de ce genre de choses. Et moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment toujours de vivre quelque chose de totalement différent, là encore. Euh, donc, effectivement, c'est sûr que dans le 93, on vit la diversité, hein, ça, c'est sûr. Il y a à peu près 150 origines différentes qui sont représentées en Seine-Saint-Denis. Donc, quand on va à l'école... Bon, là, j'avais pas de photo, donc je vous ai mis une photo de quand je travaillais à Bobigny, d'une classe qui était venue visiter la mairie. La diversité, c'est quelque chose qu'on vit dès le plus jeune âge, je dirais. Et, mais pour le coup, comme quelque chose de positif, moi, j'étais trop contente que ma meilleure copine à l'école soit italienne. Puis j'avais des copains qui étaient arméniens aussi. Et puis d'autres qui venaient du Maroc. Et en fait, voilà, pour nous, c'était juste trop, trop cool, quoi. donc voilà, la fraternité, on la vivait concrètement. Par contre, en vivant aussi dans le 93, et en travaillant dans le 93 pour le coup, j'étais confrontée à d'autres choses. Voilà, on ne peut pas dire non plus que tout est rose, hein. Il y a des difficultés qui sont liées aux inégalités sociales qu'on vit et qu'on se prend de plein fouet. Et pareil, je me rappelle, alors, nous, avec ma famille, on vivait donc à Drancy, mais dans un quartier pavillonnaire. Là aussi, je vais en dire un petit peu plus tout à l'heure, mais qui du coup était, on peut dire, un peu plus préservé. Et quand j'allais chez mes copines qui, elles, habitaient dans des cités, je pense à la cité des 3000 à Aulnay notamment, et quand j'étais petite fille, je me disais, mais ça doit être tellement dur, en fait, parce que je me rappelle, je me retournais, en fait, il y avait une tour, une tour, une tour, une tour. Et je me disais, mais quand on lève la tête et qu'on voit que ça, c'est dur, quoi. Enfin, c'est pas forcément le cadre le plus propice quand on se lève le matin et on se dit, ah, je vais passer une bonne journée. Non, c'est pas forcément toujours le plus facile. Mais voilà, donc il y avait des aspects aussi difficiles et qu'on vivait au quotidien. Et je veux dire que je l'ai encore plus ressenti donc, en travaillant dans le 93. Je parle de Bobigny, parce que j'y ai travaillé pendant 6 ans. Et par exemple, là-bas, 75% de la ville est considérée comme, est en ce qu'on appelle quartier prioritaire. Donc voilà, c'est pour vous dire, le revenu médian, si je ne me trompe pas, annuel, il est un peu plus de 8 000 euros quand j'y travaillais. Donc vous imaginez qu'effectivement, c'est pas tous les jours facile, mais c'est aussi là que j'ai vécu les plus beaux moments de fraternité. Donc voilà. Et puis j'ai aussi vécu quelque chose de très bizarre en travaillant à Bobigny. C'était la première fois que j'ai été confrontée. C'était le fait d'entendre les médias, que j'ai été confrontée, on va dire de plein fouet, mais en tout cas entendre les médias parler de nous d'une manière totalement différente de ce que je vivais. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude, on va dire, entre guillemets, dans le 93, d'entendre, comme je dis, ville la plus pauvre de France, département le plus pauvre, d'entendre beaucoup de négatifs et de se dire, mais c'est pas ce que je vis. Mais là, j'ai vécu quelque chose de supplémentaire. C'était le fait que à Bobigny, il y a une communauté musulmane. Je ne sais pas si elle est plus importante que dans d'autres villes ou pas. Mais en tout cas, je ne sais pas. Il s'est avéré que on nous avait collé pendant un moment l'étiquette de, je sais pas comment dire, copiner avec les islamistes. Et donc, c'était quelque chose pour moi de très difficile, d'autant plus que j'étais liée au cabinet du maire, donc souvent il m'arrivait de représenter les élus ou d'aller à la préfecture ou avec mes collègues du cabinet du maire. Et donc, bon là vous voyez je suis en robe, mais il m'arrive très souvent de mettre des jupes beaucoup plus courtes. Et donc je trouvais qu'il y avait un tel contraste entre ce que les gens nous reprochaient, Bobigny,
mairie, terreau de l'islamisme. Et moi, ce que je vivais au quotidien, qui était totalement différent, et justement, on m'accepte. Enfin, voilà, il n'a jamais été question de ma tenue, du fait que je sois une femme avec d'importantes responsabilités. Et pour la petite anecdote, donc, le directeur de cabinet à la mairie de Popigny, bon, voilà, est musulman, enfin, était, parce qu'il a changé depuis, mais enfin, la personne, pas sa religion. Mais du coup, musulman, très pratiquant. Voilà, donc lui aussi, il avait subi la foudre des médias, voilà, par rapport à ça. Et moi, c'était un ami proche, donc je savais à quel point c'était faux. Et voilà, pour la petite histoire, alors que, voilà, là encore, on le traitait de tous les noms, etc. C'était une des personnes qui avait le plus d'attention pour ma foi et pour ce que j'étais en tant que personne. Donc, par exemple, il est parti en vacances en Italie. Et donc, il a fait exprès un détour au Vatican pour me ramener un grand cahier avec la photo du pape dessus. Parce que, voilà, donc, c'était important pour lui de respecter ma foi, ce que j'étais. Et voilà, pour moi, c'était une façon de vivre la fraternité. On est différents, on n'a pas la même foi, on n'a pas le même parcours, on n'a pas vécu les mêmes choses. Mais ça ne nous empêche pas de nous aimer sincèrement, en fait. Donc, voilà. J'ai mis aussi la basilique de Saint-Denis, mais j'aurais pu mettre Notre-Dame du Blanc-Ménil. Donc, Notre-Dame du Blanc-Ménil, c'est mon église. Donc, c'est vrai que moi, la foi m'est un peu tombée dessus, je dirais. Enfin, mon papa est catholique, mais c'est pas forcément... Enfin, voilà, il n'a pas fait de forcing, hein, comme je vous ai dit, j'ai grandi chez ma maman. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est tombé dessus étant petite, je sais pas, j'ai insisté auprès de ma mère pour aller au catéchisme, j'aimais bien aller à l'église, etc. Et à chaque moment important de ma vie, ce que je disais par contre ce jour, les spiritains ont été présents. Et ça aussi, je crois que c'est très important de le dire. Ils m'ont vraiment aidée dans ce cheminement en politique. Ils m'ont toujours encouragée, soutenue. J'ai eu beaucoup de moments de doute où je voulais tout abandonner, tout lâcher parce que c'était trop difficile. Ils m'ont toujours soutenue et ils m'ont aussi appris à l'importance de la fraternité et aussi l'importance de s'élever contre l'injustice, même quand c'est parmi les gens qu'on aime, encore plus quand c'est parmi les gens qu'on aime. Donc, je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, enfant, je pense. Et c'est Père France qui est l'acteur, le héros de cette histoire. On était à la messe, et donc il vient pour faire son homélie. Donc, on s'attend à une homélie, je dirais, traditionnelle, enfin, comme d'habitude, quoi. Et là, il gronde l'assemblée, mais vraiment, il se fâche. C'était la première fois, je crois la dernière, que je l'ai vu fâché. Parce que il avait eu, je crois, dans la boîte aux lettres, je sais pas, enfin, il me corrigera si je me trompe, mais un papier où des gens tenaient des propos, je crois, racistes, ou en tout cas, il se plaignait du fait qu'il y avait trop, je crois, de tamoul dans notre paroisse. Parce qu'on a une forte communauté tamoul sur Torency, Blanc-Ménil. Voilà, et donc quelqu'un avait fait un petit peu papier pour s'en plaindre. Et c'était une colère, mais c'était une sainte colère, je dirais. Ah, certains connaissent la colère de France, on dirait. Ils voient de quoi je parle. Mais ça m'a vraiment... Ça m'a touchée en tant que petite ou jeune fille, je ne me rappelle plus quel âge j'avais exactement. Mais voilà, c'était sa communauté, ses paroissiens. C'était sûrement une personne, un fidèle paroissien qui avait dû écrire ce mot. Mais c'était inadmissible quand même. Et voilà. Et donc ça rejoignait ce que je vous disais tout à l'heure sur la façon dont j'avais été élevée, mais sur le fait que voilà,
travailler pour la fraternité, c'est aussi s'élever contre les injustices et dire en vérité aux uns et aux autres qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter et qu'on doit travailler pour cette fraternité. Donc voilà un peu qu'est-ce qui m'a mené à la politique et à vivre la fraternité en politique. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a mené là, avec cette belle écharpe. Donc maintenant, je vais vous parler concrètement comment je vis la fraternité en politique, dans quel lieu je la vis. Donc le premier lieu, c'est au conseil municipal, en tout cas dans la municipalité de Drancy. Donc moi je suis élue, c'est mon deuxième mandat, j'ai été élue pour la première fois en 2014. C'est un peu non pas une coïncidence, mais voilà, là aussi je me suis fait repérer parce qu'à une réunion publique j'avais râlé quoi. En tant que jeune, voilà, j'avais dit qu'il y avait des choses que je trouvais inadmissibles et voilà, et du coup on se fait repérer comme ça. Et puis j'étais aussi au sein d'une association à Drancy, etc. Et puis voilà, c'était une grande fierté pour moi de pouvoir m'investir en tant qu'élue. Et c'est vrai que vivre la fraternité au sein d'une équipe municipale ou au sein d'un conseil municipal, je vais dire que c'est pas là que j'expérimente le plus la fraternité, en votant des délibérations, ou voilà. Parce que le système français, au niveau de nos institutions, il est vraiment fait pour favoriser ce qu'on appelle le fait majoritaire, et en fait pour favoriser ceux qui ont la majorité des voix, tout simplement, ce qui fait que ça assure la stabilité de nos institutions, et c'était l'esprit de Gaulle, justement, quand il a revu le système institutionnel. Mais du coup, c'est vrai que ça met aussi les uns et les autres dans des postures. Ça met l'opposition dans une posture de critique permanente, même quand ils trouvent que c'est très bien ce qu'on fait, ils ne vont pas le dire au conseil municipal, ils vont plutôt nous le dire après, ou voilà, quand on va se croiser. Et la majorité aussi, de fait, va être aussi dans certainement parfois une posture, c'est-à-dire que même si on trouve des bonnes idées dans ce que dit l'opposition, on va éviter de le dire trop fort, et voilà. Donc, c'est pas forcément là que ça s'exprime. En tout cas, le fait de réussir à faire vivre ensemble des choses très diverses, des idées très diverses. Mais par contre, moi, j'ai la chance de le vivre en étant adjointe de quartier. Donc, comme je vous ai dit, je vis dans un quartier pavillonnaire, donc à Drancy, le quartier de l'économie. Et c'est un quartier qui a énormément changé au niveau sociologique durant les dernières dizaines d'années. C'est-à-dire que c'était un des quartiers les plus prisés de Drancy et c'est devenu un des quartiers qui se paupérise le plus. Un exemple concret, notamment, il y a le changement de population, il y a voilà, beaucoup de difficultés sociales, je dirais. Et ça pose beaucoup de difficultés, notamment au niveau de l'école, aussi au niveau des relations de voisinage, au niveau de plein de choses. Parce qu'il y a une réalité, c'est-à-dire les gens qui ont acheté il y a des dizaines d'années, comme mes parents, et puis qui voient arriver une autre population avec laquelle il y a parfois des difficultés pour échanger, pour dialoguer, où on ne se comprend pas toujours. Voilà, il y a plein de choses difficiles. À l'école, ça se manifeste d'une autre manière. Par exemple, à l'école maternelle de mon quartier, il y a 80% des enfants qui sont allophones, c'est-à-dire que le français, c'est pas leur langue maternelle. Et là aussi, ça pose des difficultés pour les enseignants, pour échanger avec les parents, etc. Bref, donc quand je suis devenue adjointe de quartier en 2020, j'étais face à une situation qui était complexe, c'était le quartier que j'aimais, et en même temps, je voyais tellement de divisions, tellement de gens qui n'avaient quasiment plus envie de vivre ensemble, que je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Donc j'ai fait une réunion avec les services publics du quartier, donc la médiathèque, les agents de la petite mairie annexe,
les directrices d'école, etc. Et bon, sur le constat un peu catastrophique, tout le monde était d'accord, hein, tout le monde s'accordait là-dessus. Et puis après, on a commencé à creuser comment on peut trouver des solutions, comment on peut faire en sorte que les choses s'arrangent. Parce qu'en soi, que des gens qui se font persécuter dans leur pays, par exemple, viennent et qui trouvent un refuge dans le quartier de l'économie, il ne faut pas considérer que c'est un problème. C'est une réalité, c'est pas... Enfin voilà. Mais après, effectivement, il faut qu'on voit comment on fait avec tout ça. Donc, déjà, ça passe par faciliter, par mettre, en tout cas, là, en l'occurrence, mettre plus de services publics. Donc, par exemple, mettre en place plus de cours de français langue étrangère, donc pour les adultes qui arrivent en France, et permettre aussi que ce soit au cœur du quartier. Parce que c'est vrai que c'est pas comme sur Paris avec le métro, le bus, enfin voilà, les choses sont plus faciles. Là, c'est des gens qui parfois ont, pour aller à l'autre bout de la ville avec les bouchons et tout, on en a parfois pour 1 heure. Donc voilà, essayer de ramener au cœur du quartier et de leur proposer ces cours de français langue étrangère. Donc ça, c'était une première action. Après, c'est aussi faire en sorte que les gens se connaissent, qu'ils apprennent à se connaître, et pour ça, de les réunir sur des événements, des temps conviviaux. Donc là, par exemple, pour Noël, on a décoré la rue qui mène aux écoles. Donc, je pense que la majorité des gens qui sont venus ne fêtent pas Noël, vraiment. Mais tout le monde était super content, en fait, de faire cette action, de se dire que les enfants qui allaient arriver le lundi matin allaient être contents. Voilà. Donc, ça met une dynamique un peu différente. C'est aussi dans un des projets qu'on a, c'est de mettre en place une exposition pour que, comme je vous l'ai dit, il y a une communauté tamoule qui est importante, par exemple, dans notre quartier. Et ben, c'est aussi de faire un travail pour qu'ils puissent expliquer pourquoi ils sont venus en France. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur pays, au Sri Lanka? Qu'est-ce qui fait que... il y a aussi le cœur aussi de tout ça, c'est la question identitaire. Parce que voilà, c'est la défense de leur langue, etc., de leur religion, une des raisons pour lesquelles ils sont persécutés chez eux. Et c'est aussi important de partager ça avec les gens qui vivent dans notre quartier et qui ne sont pas au courant. Moi, j'ai passé du temps avec l'écrivain public chez nous, qui est aussi d'origine tamoule, et qui m'a expliqué tout ça. Et je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Et c'est quelque chose qui doit être partagé pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Donc voilà un peu ce qu'on fait au quotidien, ce que j'ai pu faire en tant qu'élu. Là, je vous ai mis une photo de Bobigny quand je travaillais là-bas, parce que pour le coup, c'est un endroit où j'ai aussi beaucoup vécu la fraternité. Donc en fait, là-bas, j'étais, on va dire, à la jonction entre l'équipe politique et l'administration, en fait. Donc là, c'est un environnement beaucoup plus difficile au quotidien. Il était beaucoup plus difficile de vivre la fraternité, je dirais, parce que l'environnement était très, très contraint. En fait, il y a eu un changement de majorité politique, c'est-à-dire que pendant 95 ans, Bobigny avait été communiste, sans second tour. C'est vrai que c'est quelque chose de très ancré. Et là, pour la première fois, ça passait au centre. Et donc, c'était un climat, une tension en fait politique qui était réelle. Et puis voilà, c'était un contexte très particulier et parfois lourd et pesant. Mais c'était vraiment de très très belles choses qui se vivaient aussi là-bas. Et je voulais vous donner un exemple, je crois que je l'ai déjà raconté à Parfrance parce que ça m'avait marqué. Donc c'était pendant, je crois que c'était la guerre en Syrie, enfin au début où il y avait un moment où il y avait beaucoup de Syriens justement qui venaient, etc. Et le pape avait fait un appel très fort en disant que voilà, en tant que chrétien, on devait s'investir, on devait agir, etc.
Et en l'occurrence, à Bobigny, il y avait sur ce qu'on appelle le mail de la 86, donc au-dessus de l'autoroute, en fait, beaucoup de migrants qui étaient là. Et donc, bref, le matin, j'écoute à la radio donc, ce que dit le pape à ce sujet-là. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, il faut agir en tant que chrétienne, etc. C'est vrai. Et j'arrive au bureau, et il y a le directeur de cabinet, l'adjoint au maire, etc. Il dit, ah, le préfet vient de passer un coup de fil, demain, descente de police, on embarque tout le monde, tous les migrants, voilà. Et j'étais là, genre, ah ouais, bon, alors là, comment je vais faire pour ne pas devenir schizophrène et ne pas avoir la Clémentine élue d'un côté enfin, pas élue d'ailleurs, chargée de mission, je crois que j'étais là-bas, et la Clémentine chrétienne, en fait. Donc toute la journée, j'essaye de convaincre les uns et les autres que non, qu'il faut qu'on trouve une solution, mais en même temps, moi-même, j'ai pas de solution, en fait. Parce que effectivement, les gens vivent là-bas dans des conditions super dures. Bref, j'ai pas de solution, donc je me plains toute la journée, je vais voir les uns les autres. Bref, à la fin de la journée, pas de solution. Et il y a le nouveau directeur général des services est arrivé quelques jours, quelques semaines avant. Je me dis, bon, c'est le dernier auprès de qui je peux aller me plaindre. Donc, je frappe à sa porte, je me plains, je dis que c'est inadmissible, que vraiment, que c'est n'importe quoi. Mais que, bon, effectivement, j'ai pas de solution, mais quand même, c'est vraiment pas bien, pas bien, pas bien. Donc, au moins, voilà, j'ai fait mon max. Et il me dit, vous avez quelque chose à faire là maintenant tout de suite? Non, j'ai rien à faire. Ok, bah, passez dans la cuisine, enfin, on a une petite cuisine. Passez dans la cuisine, je crois qu'il y a plein de plateaux, en fait, de plateaux repas qu'on n'avait pas mangé à une réunion. Il y en a plein, vous les prenez, puis vous venez avec moi, on va aller sur le mail. Bon, d'accord. D'accord, donc on prend la nourriture, on y va, et c'est hors... enfin, voilà, c'est pas du tout dans les règles, en fait. Il n'a pas le droit de faire ça, c'est faire du tort, entre guillemets, à l'opération qui est prévue avec la préfecture, avec la police depuis des semaines. Mais bref, en tout cas, c'était un super beau moment parce qu'on a pris le temps d'aller à la rencontre de ces gens, de leur parler, de pouvoir leur apporter un peu de nourriture et de discuter avec eux de ce qu'il allait se passer demain, de leur donner aussi le numéro d'association qui pourrait leur venir en aide. Donc certes, le problème, il n'est pas résolu dans ces moments-là, et le soir, en rentrant, on y pense et on a du mal à dormir. Mais au moins, on a tenté quelque chose. On a fait quelque chose, on a essayé, et voilà. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Enfin, en tout cas, ces 6 années très, très dures, très intenses que j'ai vécues à la mairie de Bobigny, parce qu'encore une fois, je le répète, le contexte était très particulier. Mais c'est les plus beaux moments de fraternité, j'en ai plein d'autres, donc je ne vais pas tous vous les raconter, mais c'était vraiment très beau et très fort. Ensuite, je voulais vous parler des autres lieux de fraternité, parce que fraternité en politique, pour moi, c'est pas juste mon mandat d'élu ou quand je travaille avec des élus, c'est aussi l'action que je peux faire en dehors. Donc, j'ai été plus ou moins toujours, depuis que j'étais jeune, investie dans des associations. Donc j'ai notamment été dans l'association Le Rocher, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Le Rocher, l'Oasis des Cités. Donc voilà, c'est une association catholique qui s'implante au cœur de cités, de quartiers difficiles, et voilà, qui vivent avec les gens, le quotidien des gens. Donc moi, j'habitais pas loin, donc du coup, j'allais pas vivre avec eux. Mais du coup, je venais notamment pour du soutien scolaire. Je me rappelle que c'était la période où j'étais étudiante à Sciences Po. Et où pour moi, c'était... J'ai très mal vécu cette année, pour le coup. Parce que je vivais une telle incohérence entre ce que je vivais à Saint-Germain-des-Prés et ce que je vivais à Bondy. C'était très dur, mais ça a été là aussi un grand moteur pour moi pour agir. Donc là, je vous ai mis une photo des jeunes avec lesquels je suis engagée en paroisse, parce que là, du coup, je suis un peu moins dans l'associatif et je me suis plus engagée dans la paroisse. Donc c'est un groupe de jeunes adultes
qui ont entre 18 et 21 ans. Et donc, après la confirmation, en fait, sur notre secteur, il n'y a pas vraiment de choses après pour s'investir. Donc, du coup, voilà, on avait discuté, ils m'ont dit qu'ils avaient envie de s'engager, donc de faire des choses. Donc, on a monté ce petit groupe. Et il y a une partie action. Donc là, par exemple, on était parti faire des maraudes à Paris. Mais il y a aussi vraiment la question comment les aider à être des hommes et des femmes, je dirais, bien avec eux-mêmes pour être bien avec les autres. Comment faire en sorte de les aider à vivre cette fraternité. Et donc là, on est en train de monter une retraite cet été sur l'île de Lérins. Donc c'est en face de Cannes. C'est un petit paradis sur terre. C'est vraiment incroyable. J'aurais dû mettre une photo. C'est magnifique. Et donc il y a des moines qui vivent là-bas. Et donc l'idée, c'est de les emmener pendant une semaine. Ça va être une retraite qui est découpée en 3 temps. C'est la connaissance, une meilleure connaissance de Dieu, une meilleure connaissance de soi et une meilleure connaissance de la création. Donc à la fois l'environnement, la terre, etc., mais aussi de l'autre, en fait. Et ce triptyque, on le retrouve aussi dans la préparation à cette retraite. Donc tout au long de l'année, ils ont là aussi des temps de formation, par exemple, sur la communication non violente, mais aussi la visite de la basilique de Saint-Denis pour apprendre à mieux connaître leur patrimoine et ce qui fait leur identité. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va évoquer là-bas et c'est vraiment un très beau projet et c'est vraiment eux qui sont demandeurs. On dit souvent les jeunes, c'est eux qui sont demandeurs, qui ont souhaité qu'on se voit tous les 15 jours, un matin, voilà, je me lève et je reçois un message de l'un d'eux qui me dit Clémentine, il fait trop froid, il faut qu'on organise une collecte de manteaux, etc. Donc, et voilà. Et c'est très très beau à voir. Et puis je vous ai mis une petite photo aussi de la fraternité politique, donc il n'y a pas tout le monde. Donc comme vous l'a dit Bertrand, je suis engagée au sein de la fraternité politique depuis septembre seulement, parce qu'avant avec le Covid, c'était pas facile de rejoindre en cours de route. Et pour moi, c'est d'une richesse incroyable en fait. Parce que alors je suis la seule, je crois, en tout cas dans cette frate, parce qu'il y en a un peu partout, mais dans cette frate, je suis la seule qui est élue, mais les autres ont des engagements là aussi divers au sein d'associations, au sein de différents mouvements, et c'est super enrichissant, vraiment. Là aussi, c'est intéressant, je trouve, de voir la diversité au sein de notre église et à quel point c'est une richesse incroyable, vraiment incroyable. Là, par exemple, je les ai vus dimanche et donc on a eu un topo sur Dorothy Day, donc je ne connaissais pas du tout. Voilà, qui a fait beaucoup aux États-Unis. Et donc, en fait, on a des expériences totalement différentes. Il y en a qui dans leur recherche intellectuelle, dans leur connaissance, notamment de la doctrine sociale de l'Église, etc., qui sont à un niveau incroyable et c'est super enrichissant. Et puis d'autres, ça va être plus de l'expérience terrain et voilà. Et là aussi, ça me casse les préjugés et plein de choses. Justement, dimanche, quand on s'est vus, on a fait la messe dans la paroisse où on était, donc à Neuilly, le Valois-Perret. Et donc pendant la messe, voilà, le petit diable en moi a dit ouais, c'est pas comme chez nous, hein, à Saint-Denis, ou à la paroisse Notre-Dame du Blanc-Ménil, où il y a de l'ambiance, où il y a des jeux. Là, voilà, c'est vraiment un cadre super rigide. Franchement, je me sens pas du tout à ma place. Et donc, voilà, donc je constate ça pendant une grande partie de la messe. Et je me dis, ouais, en plus, ça se voit que il n'y a pas vraiment... j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de lien entre eux, ça a l'air super rigide. Et à la fin, il y a pour les annonces un monsieur qui vient, qui dit bon, et puis surtout, ce soir, c'est quand même l'anniversaire du prêtre, hein, on va lui chanter. Et donc là, il y a tout le monde qui se met à chanter Joyeux anniversaire, qui se met à faire la petite blague, qui se met... Et je retrouve mon église, en fait. Je retrouve ce que nous, on vit au quotidien, et je me dis, mais...
ouais, c'est bien, hein, t'essayes de casser les préjugés chez les autres, t'essayes voilà, de faire vivre la fraternité, mais oublie pas toi aussi que c'est un combat de tous les jours et que les préjugés que les autres peuvent avoir, toi tu les as aussi d'une autre manière, donc c'est toujours bien cette petite piqûre de rappel. Voilà. Et donc pour finir, puisque je vois que je suis très très longue, je voulais juste vous faire un peu part de mon constat aujourd'hui sur la fraternité en politique et comment essayer de trouver un peu des solutions. J'ai mis cette image parce qu'en fait, dès la Révolution française, la fraternité, c'était un peu le parent pauvre, celui qu'on oublie. Dans, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, on parle d'égalité de fraternité, d'égalité de liberté, pardon, mais la fraternité, oubliée. Donc, ça a été après, sous la Seconde République, où ça a été ajouté dans la Constitution, etc. Mais c'est vrai que, contrairement à la liberté et à l'égalité qui sont des droits, la fraternité, c'est un peu un devoir, en fait, qui nous incombe à tous. Et donc, c'est toujours plus dur, en tant qu'être humain, focaliser sur les devoirs que sur les droits, pas sur les devoirs que sur les droits. Je commence à être fatiguée. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours un peu dans le même cas. Hein. Les gens revendiquent beaucoup et demandent beaucoup de liberté, beaucoup d'égalité. Et la fraternité, c'est un peu le truc qui est laissé au domaine associatif ou à la société civile, quoi. C'est pas un truc qui concernerait les politiques. Donc ça, je pense que ce cadre de référence, il conditionne beaucoup de choses aujourd'hui. Ensuite, je pense que notre système, encore une fois, il favorise pas forcément beaucoup la fraternité et beaucoup le fait que les gens s'investissent. Voilà, on demande aux gens de voter tous les 5 ans, tous les 6 ans, ça dépend de quel mandat il s'agit. Et entre-temps, il ne se passe pas grand-chose en fait. On ne crée pas forcément ces espaces d'échange, de dialogue. C'est un peu quand même quelque chose qui est réservé à une élite. Alors la politique, tout le monde en parle, etc. Mais pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, finalement, il faut quand même beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, etc. Et notre système, en tout cas, à mon sens, aujourd'hui, il ne permet pas assez de développer cette fraternité. Ensuite, je vous ai mis quelques exemples de gens qui crient beaucoup. Alors, je voulais un peu plus de parité, mais force est de constater qu'on trouve beaucoup moins d'images de femmes qui crient en politique. Pourquoi ? À mon humble avis, c'est parce que déjà, il y a moins de femmes en politique, c'est vrai. Puis, on est très vite et très souvent taxé déjà d'hystérique. Donc, une des premières choses qu'on apprend en tant que femme, où je pense qu'il y a une autocensure ou qu'on s'autorégule pour surtout ne pas avoir l'air en colère, de crier, ou d'exprimer. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais bon, j'ai quand même mis à Madame Hidalgo pour qu'il y ait un peu de tout. Mais je crois pas qu'elle s'énervait. Je crois plutôt que, comme moi, elle fronçait les sourcils. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que là aussi, notre système politique, il est fait de telle manière à ce que, pour conquérir le pouvoir, notamment, on doit être dans quelque chose de clivant. Et donc, notamment, moi, j'étais donc à Sciences Po, en master de communication, j'ai fait des cours de communication politique. Et donc, une des bases de la communication politique, c'est il faut être clivant. Tu rassembles après, tu rassembles au deuxième tour. Mais avant, tu dois être clivant au maximum, sinon tu es transparent, tu n'existes pas. Donc, là, et encore une fois, vu qu'on est dans cette société, on est saturé par l'information, on est aussi dans la culture de l'immédiateté, tout doit aller très vite, on doit être... Voilà. C'est pas forcément sur les idées qu'on va échanger et qu'on va... C'est sur les personnes. Donc là aussi, ça crée de la division, ça crée de la division qui bien souvent est dans la posture. Parce que ce qu'on voit à l'Assemblée nationale, les gens qui se hurlent dessus, etc., c'est pas la réalité. Après, j'étais stagiaire à l'Assemblée, les gens ils vont boire le café ensemble et tout le monde s'entend très bien. C'est pas le sujet. Mais du coup, on crée ou on met de l'eau au moulin de cette division permanente. Et ça, je pense que voilà, on devrait aussi revoir les choses là-dessus. Bon, c'est pas un avis politique du tout.
pour le coup. Mais c'est vrai qu'on a aussi dans notre culture française, je pense, un peu la conception de l'homme providentiel. C'est les relents monarchiques peut-être, je sais pas. Enfin, sans aucune comment dire, critique là-dessus. Hein. Je suis fan d'histoire et notamment de la monarchie française, donc voilà. Mais pas forcément en tant que système politique. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup cette culture qui est par exemple moins présente dans les pays scandinaves où il y a plus la culture du consensus, etc. Nous, c'est vrai que on a cette culture de l'homme providentiel. Et donc c'est un peu comme les romans où il y a le héros, ensuite il a le combat, la quête, il doit vaincre le méchant pour après avoir la victoire. C'est aussi un peu l'histoire politique, c'est le storytelling, hein, là aussi c'est les cours à Sciences Po, hein, on nous apprend à faire du storytelling, donc à raconter l'histoire. Sauf que là aussi, je pense que ça crée quelques petits problèmes, et notamment les valeurs qui sont mises en avant de l'homme ou de la femme, hein, forte, mais aussi qui a un avis sur tout. En tant que politique, on doit s'exprimer sur tout. On doit avoir un avis sur tout. On doit se positionner sur tout. Mais c'est inhumain, en fait. Enfin, personne n'a un avis judicieux sur tout. C'est pas possible. Mais étant donné qu'on est un peu dans ce fantasme, je trouve, de l'homme providentiel, ça met en avant des valeurs qui, selon moi, ne sont pas toujours très judicieuses pour trouver la fraternité en politique. J'avais promis de parler d'Orelsan, donc voilà, c'est le moment. Donc je vous ai mis Orelsan, qui est un rappeur là aussi, qui est très à la mode. Je crois qu'il a fait le plus, c'est celui qui vend le plus d'albums en ce moment. Et donc il a notamment fait un titre qui s'appelle L'odeur de l'essence, et je trouve qu'il reflète parfaitement la société dans laquelle on vit. Donc je vous ai mis quelques paroles. Donc plus personne n'écoute, tout le monde s'exprime, personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Tout le monde est sensible, tout est sensible, tout le monde est sur la défensive. Et c'est vrai que le monde hyper connecté, où tout le monde s'exprime sur tout, tout est sujet à polémique, voilà. C'est un monde dans lequel on vit, qui lui aussi n'est pas propice forcément à la fraternité et encore moins en politique. Donc après ce constat assez défaitiste, entre guillemets, je pense qu'il y a quand même des choses à faire, heureusement. Donc d'abord, je pense que ça doit passer par une réforme des institutions. Donc je ne suis pas constitutionnaliste, hein, je n'ai pas d'idée précise sur tout ce qui doit être fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire, notamment sur le financement des partis politiques et sur les partis politiques de manière générale. C'est vrai que c'est un peu mon truc, parce que justement en cours, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup avec Daniel Gaxi notamment, qui parlait des partis et d'à quel point ça enfermait. Forcément, ça enlève une certaine part de liberté. On a une certaine contrainte, même si, encore une fois, historiquement, ça s'explique pourquoi on en est venu à ça. Mais parfois, voilà, je vous avais dit, encore une de mes sœurs et ma belle-mère qui arrive, donc voilà. On est presque au complet. On en a 3 sur 6. Enfin non, avec moi 4. On est 4 sur 6. Donc voilà, il y a cette question de la réforme institutionnelle qui est très importante à mon sens. Et aussi la question de la représentativité. Là aussi, on est dans... Alors pour moi, c'est pas une question de qui est élu et de... Enfin voilà, c'est plutôt le système où là aussi, l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose qui, à mon sens, est un peu confisqué, quoi. À part si on est très... Et au niveau local, c'est quand même beaucoup plus facile de faire participer les gens, etc. Mais quand même, de manière générale, là encore, pour comprendre les tenants et les aboutissants des sujets qui sont votés à l'Assemblée, etc., il faut avoir le temps nécessaire. Enfin voilà, ça demande... c'est quelque chose de complexe.
Et donc pour moi, il y a des choses qui pourraient être mises en place, notamment le tirage au sort pour certaines fonctions. Voilà, il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi là-dessus et les personnes qui pourraient faire les lois, il pourrait y avoir une partie de personnes élues, mais aussi une partie de personnes tirées au sort qui bien sûr seraient rémunérées puisque c'est un travail à plein temps. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Il y a aussi la réflexion autour du mandat impératif où nos élus auraient à rendre des comptes plus régulièrement que seulement à la fin du mandat. Donc là aussi, ça pourrait peut-être changer un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, je crois que c'est important qu'on se pose ces questions, parce que finalement, on repart tout le temps comme si c'était une évidence, mais c'est une construction en fait. Et l'esprit dans lequel les choses ont été construites, que ce soit à la Révolution française ou après, avec les différentes réformes constitutionnelles, ça ne correspond plus forcément au monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il faut ouvrir les champs de réflexion là-dessus. Ensuite, là, je vous ai mis une photo du grand débat. C'était pendant la crise des Gilets jaunes, là, où on devait faire ça. Donc, comme je travaillais en mairie à l'époque, on devait organiser ce grand débat. Bon, je partagerai pas forcément mon avis là-dessus, c'est pas nécessaire, mais ce que je crois, c'est qu'il est capital, là aussi, de créer des lieux pour que les gens puissent échanger, s'informer, parler de ce qu'ils vivent au quotidien et faire remonter toutes ces choses. Moi, je pense qu'il serait nécessaire, plus que nécessaire, de créer, je sais pas, un jour férié réservé à l'éducation civique au sens large du terme, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, hein, quand on est maman célibataire, qu'on doit s'occuper de ses enfants, qu'on a du mal à joindre les deux bouts, etc., se dégager du temps pour se plonger sur les questions de citoyenneté, sur les institutions, comprendre ce mode de fonctionnement, les enjeux. Voilà. Moi, encore une fois, j'ai la chance de pouvoir toucher à tous ces sujets, mais notamment parce que je suis très soutenue par ma famille, comme vous le voyez, et aussi, c'est une réalité. Quand j'étais à la mairie de Bobigny, donc je travaillais avec l'exécutif local, à ce niveau-là, j'étais la seule femme. Et parce que j'avais pas d'enfants, et parce que j'étais jeune, et parce que je pouvais passer toutes mes soirées, tous mes week-ends là-bas. Donc, il y a aussi des réalités qui font que, voilà. Je pense qu'il faut vraiment sanctuariser des temps et des lieux pour cette question de la citoyenneté. Et puis, revenons sur Orelsan. C'est une autre de ses chansons, donc, qui s'appelle Civilisation. Et je crois que c'est vraiment crucial. C'est la façon dont on va préparer les générations futures, dont on va les éduquer, les valeurs qu'on veut transmettre. Et je crois qu'il dit beaucoup de choses là-dedans. Donc, il dit « Soyons d'accord de ne pas toujours l'être. Traite-moi comme tu voudrais que je te traite. Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Apprends-moi la franchise. Me juge pas, j'aurais moins envie de mentir. On m'a dit sois fort, faut devenir un homme. Rappelle-moi que ma force, c'est d'être sensible. » Je vous laisse lire la suite, mais je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme à faire dans notre conception, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire que collectivement, en fait. Alors, je pense qu'être chrétien, ça nous aide beaucoup, parce que, voilà, les valeurs qu'on partage, voilà, elles sont effectivement assez différentes des valeurs du monde, entre guillemets. Mais il faut vraiment se battre pour que ce soit des valeurs qui soient le plus possible véhiculées dans notre société, et que les jeunes puissent se sentir libres de se tromper, d'être fragiles, de tenter des choses. Et je crois que c'est très important de cette question des valeurs, de la bienveillance et du monde dans lequel on vit. Et puis bon, on peut pas, selon moi, on ne peut pas y échapper. Il y a aussi la question de Dieu. Et c'est là où moi, ça m'aide énormément, c'est de savoir que tout n'est pas entre mes mains, en fait. C'est vrai que quand on regarde comme ça, ça paraît énorme. La crise écologique, la presque guerre civile que certains essayent de nous vendre, toutes les difficultés sociales et économiques. Mais voilà, on fait tous notre part, on essaie tous de faire au mieux. Et après, il y a aussi le Seigneur qui lui fait. Et c'est très rassurant pour moi et apaisant de me dire que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes.
et que voilà, il y a quelque chose de prévu, et que après il y a la passion, il y a la résurrection, et que voilà, pour moi c'est une conviction forte, donc ça m'aide vraiment à tenir le cap. Et puis pour conclure, voilà, c'est vrai que là il y a les élections législatives et présidentielles qui arrivent. Et bah voilà, moi c'est vrai que j'aimerais qu'on parle un peu d'autres choses. Enfin, je trouve qu'on parle beaucoup de micro-sujets ou de polémiques, qu'on s'invective les uns les autres, mais voilà, je crois qu'encore une fois, la question de nos institutions, c'est quelque chose de très important. Et plutôt que se poser la question du qui on choisit pour être notre président, je crois qu'on devrait se demander où est-ce qu'on veut aller, quel est l'avenir commun qu'on veut créer, pourquoi, et donc se replonger un peu sur aussi notre histoire commune et les points communs qu'on a les uns et les autres. Et puis comment on veut le faire, de quelle manière, avec, je l'espère en tout cas, plus de solidarité, plus de fraternité. Et voilà, enfin, en tout cas, il y a beaucoup un peu enfin, le contexte est très négatif, mais pour conclure sur ma famille, comme j'ai commencé, quand je vois mes petites sœurs, donc qui ont 18 et 20 ans, moi je suis émerveillée de voir à quel point elles ont conscience des sujets sociétaux, à quel point elles sont déjà engagées dans leur paroisse, à quel point, voilà, je pense vraiment qu'il y a certaines choses qui font qu'on peut désespérer, mais il y a vraiment de l'espérance. L'espérance, elle est réelle, et pour travailler beaucoup avec les jeunes et pour les côtoyer au quotidien, moi, ils m'impressionnent vraiment, et je pense qu'il y a vraiment de belles choses. Et en tout cas, l'histoire l'a toujours prouvé, c'est toujours dans les situations de crise qu'il y a des choses qui basculent, des choses. C'est dans ces moments-là que la civilisation grandit, je crois. Donc, vu le nombre de crises qu'on traverse, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très beau qui va arriver à l'avenir. Voilà. Voilà, merci. Martine, tu as su nous dire des choses, nous convaincre. Ou... Peut-être qu'il y a des questions, il y a des réactions par rapport à ce qu'on a entendu. Oui. Est-ce qu'il est possible de savoir ce que sont devenus les migrants dans cette fameuse histoire? Comment ça s'est terminé? Alors, malheureusement, je n'ai pas la fin de l'histoire. Ce que je peux vous dire, c'est que quand la police est venue le lendemain matin et les services de la préfecture, ils n'étaient pas très contents parce qu'il n'y avait plus personne. Donc, effectivement, je ne sais pas comment, voilà, mais en tout cas, ils ont contacté les associations, on leur avait donné le contact. Et donc, voilà. Après, on n'a pas pu avoir le lien jusqu'au bout, mais voilà. Moi, je voudrais vous remercier pour votre témoignage extrêmement touchant, pratique, et c'est merveilleux d'entendre parler de la politique à votre manière. Alors j'avoue que je vais retenir beaucoup de choses sur la fraternité. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et merci au Spiritain du coup de me laisser m'exprimer sur ce sujet, parce que c'est vrai que, comme je dis, c'est la première fois que j'évoque tout ça, et c'est vraiment une chance et une grâce de pouvoir partager ça avec vous, donc merci. J'ai une amie qui est mère. Je l'ai connue quand je m'occupais
étudiant. Et elle est chrétienne. Et on l'accuse d'être catho, on veut la démolir. Est-ce que ça vous arrive des fois? Alors, je crois qu'on m'a jamais fait de reproche là-dessus, mais je crois qu'on a un département qui est très spirituel. Donc, je ne sais pas où votre ami est élu, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vécu dans le 93, que ce soit à Drancy en tant qu'élu ou à Bobigny, où j'accompagnais les élus, donc voilà, j'étais un peu assimilée aux élus. C'est vrai qu'on a des villes qui sont, où les gens ont la foi, beaucoup de gens ont la foi, quelle qu'elle soit, et du coup c'est plutôt quelque chose qui est respecté. Et voilà, pour moi, ça a été plus difficile parfois de m'en tenir à la définition de la laïcité telle qu'elle peut être imposée. C'est quelque chose d'utile pour notre société, etc. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais parfois, dans ce qu'on vit, on touche au plus intime de ce que les gens vivent. Et du coup, des fois, on doit dépasser ce cadre, en fait. Je pense, quand je travaillais à Bobigny, malheureusement, j'ai dû accompagner une famille qui a perdu son enfant. Et j'ai dû leur annoncer, parce que malheureusement, ça s'est passé en colonie de vacances. Donc du coup, voilà, j'ai dû aller les voir. Et au début, enfin voilà, l'enfant est disparu, on ne savait pas encore ce qui s'était passé. Quand je vais chez cette famille, c'est le comble de l'horreur, en fait. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus de... C'est juste des gens qui souffrent, en fait. Et à un moment, je suis partie avec la maman dans la chambre pour voilà, préparer des affaires, parce que du coup, on devait rejoindre le lieu. Et là, voilà, c'est hors cadre. Donc les seuls mots que je trouve à lui dire, c'est: écoutez, je crois que vous êtes musulmane, moi je suis catholique, mais est-ce que ça vous dirait qu'on prie ensemble? Et elle m'a dit: ouais, ok, on va faire ça parce qu'il n'y a que ça à faire, en fait. Et là aussi, dans la douleur, c'est quand même un très beau moment qu'on a vécu, parce que voilà, je crois qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de prier. Et voilà, donc moi j'ai pas vécu, on me l'a pas reproché, mais vous voyez, c'est marrant parce que j'ai une amie catholique qui aussi voudrait s'engager. Elle m'a envoyé un message tout à l'heure, elle voudrait s'engager en politique. Elle m'a demandé justement ces questions, est-ce que les gens... voilà. Et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance de jamais avoir de problème là-dessus. Moi j'avais déjà... Excusez-moi. Je suis Jean-Luc, je viens du midi de la France. Ça s'entend un peu. Je connais l'accent. Je voulais vous remercier, parce que je pense que les vieux, on perd l'habitude d'espérer. Et je trouve que le témoignage que vous donnez est très beau, parce qu'en fait, ça donne de l'espérance, en fait. Il y a la fraternité, mais en plus, il y a l'espérance. Et je pense que notre société, elle crève, elle meurt, elle souffre de ne pas espérer. Et de penser que c'est la fin, en fait. Donc tout le temps, dans les discours médiatiques, on nous ressasse le discours que c'est la dernière chance, c'est ceci, c'est la dernière... Non, il n'y a pas de dernier. Le dernier, c'est pas nous qui nous tenons dans nos mains, comme on vous disait. J'ai fait une expérience aujourd'hui. Je suis venu dans une... Je sais pas, Le Bourget, c'est dans le 93. Ouais, voilà. Juste à côté. Voilà. Donc j'étais chez un plisseur, qui est un monsieur qui fabrique des robes plissées. Pour des artistes, pour des grands couturiers, tout ça. Parce que je fais la messagerie pour ma nièce qui fait des robes de mariée, voilà. Et ce monsieur me dit, j'ai failli pas m'installer ici, et puis finalement maintenant je le regretterai, parce que ici, je sors dans la rue, je connais les gens me connaissent, et dès que j'ai besoin d'un coup de main, tout le monde vient m'aider, et moi quand je peux aller les aider aussi. Et je trouvais que c'était très beau, parce qu'en fait, je sais pas s'il est chrétien ou pas, en fait, peu importe, mais au niveau de la fraternité, au niveau de ce qui se vit, comme dit la chanson de Enrico Macias, là, les gens ont dans le cœur ce qu'ils n'ont pas dehors. Hein. Okay, c'est là aussi où je crois qu'il y a l'être humain, on a des ressources, en fait, et je trouve que votre témoignage justement nous fait voir que les jeunes ont des ressources qui vont nous aider, nous les vieux, en fait, à avancer. Et ce que je pense, moi je militerai pour pouvoir faire inscrire dans la Constitution la formation obligatoire tout au long de la vie. Et je pense qu'on devrait dégager pour les Français 15 jours
par an de formation obligatoire. Ça dégagerait du travail pour d'autres qui n'en ont pas. Et ça permettrait à des gens de donner, de transmettre leur savoir, leur connaissance, leur expérience. Parce que ce n'est pas les enfants qui sont le problème dans la société. Ce n'est pas eux qui tiennent les fusils, ce n'est pas eux qui tiennent les armes, c'est nous les adultes. Et c'est nous qui avons besoin d'ouvrir nos regards, d'ouvrir notre intelligence, de nous ouvrir les uns aux autres en fait. Je me dis, le témoignage des Allemands qui ont débattu pendant des semaines et des mois pour arriver à trouver un gouvernement de coalition en fait, je me dis, mais nous on est incapables de faire ça en France. On est tellement monopolisé par le chef, quoi. En fait, c'est terrible, quoi. Donc il faut vraiment qu'on se convertisse, nous, mais pour se convertir, je pense qu'un des ressorts, une des clés, de mon point de vue, c'est la formation tout au long de la vie. Ça devrait être une obligation. Et je pense qu'on devrait l'inscrire dans la Constitution française. Merci. Ouais, juste pour rebondir sur la question, les deux choses, la question d'espérance, je voulais aussi souligner, peut-être quand je suis revenue sur mon parcours, sur le fait que finalement je le vis vraiment comme une grâce en fait, parce que il y a des gens qui n'ont quasiment pas l'occasion en fait d'avoir de l'espérance. C'est vrai que moi j'ai pas eu ni de plafond de verre, j'ai été encore une fois dans une famille qui m'a beaucoup soutenue, j'ai eu beaucoup de choses qui ont fait que voilà, il n'y avait pas de limite, je me disais que et voilà, malheureusement j'oublie pas non plus que et ça c'est justement Kerry James qui est le rappeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a fait un spectacle là-dessus et pendant longtemps j'ai cru que le fait d'avoir fait des grandes études, de m'investir en politique, etc., c'était la preuve que tout le monde pouvait y arriver. Mais en fait non, c'est la preuve, si je suis l'exception, c'est la preuve qu'il y a un problème en fait. Ça devrait pas être ça. Et du coup, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a redit, là, il y avait une émission à la télé, et une femme qui est aussi issue de la diversité l'a dit aussi, et je trouve que c'est très vrai, quoi. Donc voilà, je veux juste dire que j'ai quand même beaucoup de grâce, beaucoup de chance de pouvoir... et donc c'est pour ça qu'il y a une responsabilité, en tout cas je me sens responsable de devoir faire en sorte que les choses changent. Alors moi, je voulais vous remercier, Clémentine, pour en effet la profondeur, la justesse et l'espérance qui sort de votre témoignage, de votre expérience. Vous dire que j'étais très heureuse de vous écouter relire ô combien votre famille multiculturelle et votre paroisse spirituelle multiculturelle était finalement un lieu source d'engagement et aussi de soutien quand voilà, on commence à douter un peu. Donc ça, c'est pour nous en tout cas... qui travaillons, qui sommes en lien avec les spiritains, ça fait du bien d'entendre ça. Et en question, c'était quel conseil en fait vous donneriez à un jeune qui aurait envie, en effet, de se lancer en politique, même à un échelon local, et qui se sent pas encore très légitime, en tout cas qui doute, qui se dit non, c'est pas pour moi, je viens de tel quartier, c'est pas possible, ou voilà, mes parents sont pas du milieu politique. Voilà, en tout cas, un jeune qui doute, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'il se lance en politique? Eh ben, je crois que c'est un peu pour chaque appel la même chose. C'est que, enfin, moi en tout cas, je considère que si Dieu il a mis ce désir dans ton cœur, et moi s'il l'a mis dans le mien, c'est qu'il y a une raison et qu'il va m'armer pour le faire et pour réussir dans ce milieu-là. Donc, ça va être dur, c'est clair. C'est pas un milieu facile, mais voilà, il faut y aller. Le monde politique et le monde de manière générale a terriblement besoin de nous, a terriblement besoin de diversité, et par diversité, j'entends toute la diversité qui est possible, quoi, pas seulement culturelle ou autre, mais moi je suis tellement attristée quand je vois des jeunes avec qui j'ai commencé entre guillemets en politique, et je vois qu'ils font de la politique comme les vieux entre guillemets qu'on a suivis. Je me dis, les gars, on peut pas faire ça, on a une responsabilité, on se doit de faire les choses autrement. Donc voilà, on doit vraiment si tu as ce désir en toi, voilà, jeune, faut y aller parce que déjà tu vas t'épanouir là-dedans et tu vas vivre encore une fois des super beaux moments parce qu'on a besoin de toi et parce que tu as toute ta place
à apprendre. Et je pense que quand on ne se sent pas légitime ou qu'on sent Dieu fait un vrai travail sur nous dans ce milieu. C'est vrai que je pense qu'il a vraiment fait avec mes faiblesses parce que j'ai pas mal de défauts et notamment ma famille peut en témoigner. J'étais, ou je suis encore cela, quelqu'un de très impulsive, avec un caractère assez fort. Et voilà, j'avais quand même mon petit caractère. Et puis, surtout étant jeune, je pense la limite entre confiance en soi et ego était très fine. Mais c'est ce qui m'a permis, je crois, en tout cas Dieu s'en est servi, pour me faire rentrer dans ce milieu-là. Parce que c'est ce qui m'a permis de mettre le pied dans la porte et d'y aller et de pousser mes idées. Et voilà. Une fois que j'étais dedans, voilà, là a commencé un autre travail où il a brisé beaucoup de choses et où il a travaillé sur mon caractère et sur... je ne suis pas encore, je peux encore atteindre ce que je voudrais sur plein de sujets, mais en tout cas, il fait vraiment avec nous, avec ce qu'on est, il nous transforme pour les conditions qu'on lui demande, bien sûr. Voilà. Il y a encore la carte. Merci. Merci Clémentine pour votre témoignage. Moi, je voudrais juste partager 2 points que j'ai envie de garder de ce que vous nous avez dit. Le premier, c'est en fait, ça tourne tous les 2 autour de l'histoire à laquelle Pierre a réagi tout à l'heure, c'est-à-dire on a un camp de migrants, on a une situation d'évacuation, qu'est-ce qu'on fait? La première chose que je retiens, c'est en fait que la fraternité se vit forcément dans un cadre contraint, avec des limites, et qu'elle n'est jamais dans l'idéal. Et donc, quand l'histoire commence, on se dit, est-ce qu'ils vont tous arriver à être logés, est-ce qu'ils vont être accueillis dans des familles, etc. Donc on espère un idéal. Cet idéal n'arrive pas, mais quelque chose d'autre arrive parce que vous essayez d'aller à la rencontre de différentes personnes et de les convaincre. Et d'accepter que je n'ai pas fait l'idéal, mais j'ai fait quelque chose pour ces personnes. Et ça me motive et ça me donne envie d'aller de l'avant. Et puis la deuxième chose, c'est de raconter cette histoire. De pouvoir raconter cette histoire, ça m'inspire parce que ça me fait penser que moi, peut-être aussi, dans le cadre contraint qui est le mien, je pourrais faire un pas de plus plutôt que de dire l'idéal est inatteignable, restons assis. Donc voilà, merci pour ces 2 exemples. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Moi, je voulais juste réagir sur tout l'aspect éducatif qui a traversé un peu votre propre histoire et qui vous a mené justement à vous engager. Et je me suis dit en vous écoutant qu'une bonne politique éducative peut justement produire quand même des bons engagés en politique et pour la cité. J'ai fait un travail de mémoire sur l'éducation interculturelle il y a quelques années. Et ce que je recherchais, la problématique, c'était de dire et questionner un peu le système éducatif français pour savoir si est-ce que dans la démarche, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait des portes pour pouvoir justement introduire aussi quelques éléments culturels, des diversités venant d'ailleurs et qui peuvent aussi alimenter le système politique, le système éducatif. Alors, j'ai fait mes recherches avec fréquentant des établissements, en faisant des stages, et ainsi de suite. Il s'est avéré que la porte est hermétiquement fermée. C'est très très difficile de pouvoir introduire dans le système éducatif français d'autres éléments, par exemple culturels, qui peuvent nourrir encore ce système. Même quand je défendais un peu mon mémoire, l'une des dames justement qui faisait partie du jury justement a tout cassé en fait. Dans l'idée de se dire l'école c'est le roi de la République, il est interdit de ceci, cela, ainsi de suite. Alors vous en tant qu'élu politique, est-ce que vous avez une position, est-ce que vous avez une vision justement sur l'éducation, justement qui est le socle et qui peut encore justement nous faire aider à avancer? Alors, déjà je tiens à préciser que moi j'ai été dans une école privée catholique. Donc,
en l'occurrence pas pour des questions religieuses, mais parce que voilà, c'était le choix de ma mère, notamment, elle le dit souvent, pour pas que quand il y ait cours, on traîne dehors, mais pour qu'il y ait de l'étude tout le temps. Donc, voilà. Mais en l'occurrence, ça a été une vraie richesse parce que... ouais, t'es la star. Oh. Oui, c'est vrai que c'était une richesse parce que justement, nous, on avait cette je sais plus comment... Alors, ils appelaient ça éducation religieuse, pour le coup, mais c'était pas une éducation catholique. En fait, on allait à la découverte de toutes les religions. Et c'était une richesse incroyable. C'était vraiment une richesse. Et donc voilà, donc, je pense qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a énormément de réformes à faire. Et je pense qu'il faudra effectivement intégrer beaucoup de choses sur, notamment, enfin, voilà, je vous parlais tout à l'heure de communication bienveillante, enfin voilà, des choses qui dépassent un peu le cadre strictement des savoirs en fait, des savoirs purs, parce que puis en plus, enfin, je trouve ça très, on nous donne tout un tas de savoirs et puis après dans le monde professionnel, on nous dit de savoir, voilà, avoir une culture, comment dire, enfin des soft skills. Donc, c'est-à-dire savoir communiquer, savoir échanger, être un leader, être un manager. Ok, mais on ne l'a pas appris à l'école, on ne l'a appris nulle part, mais on est censé être tout ça dès qu'on arrive dans le monde professionnel, donc c'est très illogique. Mais effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup à faire et puis surtout à valoriser les différents talents. Ça aussi, c'est au cœur de la fraternité. C'est-à-dire que moi, une de mes chances, c'est de rentrer parfaitement dans les cases et c'est ce qui m'a permis de faire ma licence à la Sorbonne, d'aller à Sciences Po, c'est notamment le fait que j'ai une très bonne mémoire, mais qui en rien le reflet d'une intelligence quelconque en fait. C'est juste que je suis capable de lire et après de réciter par cœur un document. Donc là aussi, je pense que ça pose question sur les élites que crée notre pays. Et, voilà. Mais bon. Par contre, étant donné que je pense que la réforme de l'éducation nationale sera longue, moi je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur d'autres relais, notamment sur les associations qui ont un rôle à jouer. Alors voilà, moi je connais bien le 93, donc je sais que ça se fait beaucoup, notamment des associations de quartier, etc., qui permettent et qui peuvent donner accès à autre chose aux enfants, qui leur font parfois des visites culturelles, qui les emmènent, qui font aussi des ateliers de développement personnel, etc. Comme je m'occupe de la vie associative à Drancy, je vois de plus en plus d'associations qui font ça, et c'est super. Mais c'est vrai que là aussi, il y a des enfants qui passent entre les mailles du filet, et donc c'est important qu'on engage, effectivement, qu'on sorte un peu du carcan français, mais ça aussi, le carcan administratif, etc. Là aussi, il y a à faire. Voilà, c'est bon? Oui. Je laisse Emmanuel conclure. Voilà, merci bien, Clémentine. Donc, on arrive à la fin de notre temps en commun. Je vous annonce la prochaine conférence. Ce sera le 24 mars. Et le thème, c'est sur la fraternité de proximité dans un engagement local et plutôt associatif. Donc, ce sera Chantal Bourget qui travaille, entre autres, dans l'association qui s'appelle Le Cœur du 5, qui est une association du 5e arrondissement. Voilà. Je ne vais pas prendre la parole sur ce qu'elle va dire. Elle le développera elle-même et elle est là parmi nous ce soir. Voilà, nous la saluons. Et puis, la dernière conférence aura lieu, je vous l'ai dit tout de suite, le 28 avril, ce sera la fraternité, le dialogue interreligieux. Et ce sera Xavier Gay, qui est le directeur de l'Institut des sciences et théologie des religions à la Cato. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Si vous voulez en savoir plus sur le 93 et notamment sur
la paroisse, l'unité pastorale du Blanc-Ménil. Je vous invite à lire la prochaine revue de Pentecôte sur le monde, la revue Spiritaine, où nous aborderons des regards croisés sur l'Église. On élargira un petit peu, puisqu'il y a un regard à la fois des musulmans, des bouddhistes, des protestants, des politiques, des voisins, voilà. Enfin, ça nous aidera aussi encore à redécouvrir un peu plus ce département qui est tellement décrié, et peut-être aussi à réfléchir aux élections prochaines. Je pense que c'était aussi dans ce but que nous avons fait cette soirée et cette réflexion au cours de cette année. Voilà. Merci à vous tous d'être venus. Merci à Clémentine. Et donc vous pourrez revoir la soirée sur YouTube, je pense. Si c'est enregistré, hein, c'est bon. Bien sûr. Ouais, c'est bon.